Jean-Frédéric Poisson, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de me recevoir chez vous. Vous êtes le président de VIA, la Voix du Peuple, et merci de me recevoir dans vos locaux à Rambouillet. Bienvenue à Rambouillet. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Victor Hugo. Je le cite, « En littérature, je suis pour le plus grand contre le plus petit, et en politique, je suis pour les petits contre les grands. » Et vous, Jean-Frédéric Poisson, deux questions. Où vous situez-vous, mais surtout, et avant tout, qui êtes-vous? Mon Dieu. Et on n'a que 30 minutes On pour n'a répondre que à ces 30 deux minutes. questions. Il y en a d'autres. C'est ça que, en plus. Eh bien, écoutez, merci d'avoir choisi cette citation de Victor Hugo pour démarrer notre entretien. Je ne la connaissais pas. Mais elle me convient très bien. Je suis un petit. L'histoire de ma famille le dit. Les turbulences qu'a connues ma famille le disent. Ma propre existence le dit. Et c'est précisément parce que la société française permet aux gens qui étaient d'extraction plutôt modeste comme moi et qui ont été cabossés par l'existence, malgré tout, d'accéder à des études supérieures, malgré tout d'accéder à des mandats publics, de réussir aussi dans le monde économique, d'avoir dirigé plusieurs associations dans ma vie, dans l'enseignement supérieur, une maison des jeunes et de la culture, alors que j'avais 19 ans, que j'étais en banlieue nord de Paris. C'est précisément parce que la société française est organisée sur cette idée qui est profondément politique et très, très antique finalement, que la société n'a de sens que si elle permet aux plus faibles de résister aux plus forts d'une certaine façon. Les classiques, les anciens inventent le droit pour cette raison, la cité globalement aussi pour cette raison, et je suis le fruit de ça. Je suis le pur produit du monde socio-cul, comme on dit dans les gazettes, pour socio-culturel, c'est-à-dire de mon engagement dans les mouvements de jeunesse quand j'avais l'âge d'être jeune, comme dit l'autre, et ce qui m'a permis de découvrir tout cela. Et puis, quand il s'agit de la littérature, c'est-à-dire au fond de l'excellence, c'est ça que veut dire Victor Hugo, c'est-à-dire dans l'esprit de Victor Hugo, qui est plus universel que cela, ça veut dire, c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Ça veut dire à partir du moment où on parle de la vie de l'esprit, alors à ce moment-là, il faut laisser la place au plus grand. Et j'ai eu la chance de fréquenter des personnes qui ont été mes maîtres. Je les ai connus, ils m'ont enseigné pour ceux que j'ai acceptés comme tels, ou alors je les ai lus pour d'autres. Et c'est justement cette espèce de contact que ceux qui m'ont accompagné ou ceux qui m'ont fait confiance ont facilité en ce qui me concerne, que j'ai eu la chance de comprendre que effectivement quand il s'agit de l'organisation sociale, l'attention doit être portée aux plus faibles, mais quand on veut regarder comment justement permettre à ceux qui sont faibles de éventuellement sortir de leurs conditions, ou en tout cas de la vivre le mieux possible, oui. Alors il faut d'abord le regard tourné vers l'excellence et vers les grands. Voilà, donc cette citation était parfaitement choisie. Oh, formidable. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes donc le président de VIA, la Voix du Peuple, ce parti conservateur. Oui. Comment définissez-vous être conservateur aujourd'hui? C'est, je crois, l'idée que nous avons beaucoup à apprendre du passé pour vivre le présent et préparer l'avenir, beaucoup plus que ce que nous croyons. Et ce serait folie, ça c'est la première idée, c'est regardons le passé pour comprendre comment nos aïeux, nos anciens, ceux dont nous héritons la société qui est la nôtre et le monde qui est le nôtre, quelles difficultés ils ont traversées, quelles joies ils ont connues, quels revers ils ont subis. Il y a de fortes chances que nous subissions et que nous connaissions les mêmes en réalité. Et d'ailleurs, je ne dis pas que l'histoire se répète, comme disait Marx, selon une citation bien connue, je pense qu'elle ne se répète pas. Mais je pense que les circonstances peuvent être similaires, et des circonstances similaires, pour les traverser avec le plus de fortune possible, il vaut mieux s'inspirer de ce que ceux qui les ont déjà connus ont eux-mêmes eu à faire, ou eu à penser, ou eu à dire. Ça, c'est l'affaire des événements qui peuvent se reproduire ou se ressembler. Mais au-delà de ça,
l'idée du conservatisme, c'est qu'il y a une permanence. Dans la nature humaine, il y a une permanence dans l'organisation des groupes humains, et que si on oublie ces permanences, c'est-à-dire si on oublie que l'homme n'est pas simplement un corps, il est aussi un esprit, une âme et un cœur, alors si vous êtes pascalien, lecteur de Saint Paul, ou bien aristotélicien, vous prenez 2 de ces termes, 3 de ces termes, les 3 à la fois, faites comme vous voulez, mais enfin il y a quelque chose qui dépasse largement la dimension de son existence matérielle. Si vous oubliez cela, il y a toutes les chances que vous organisiez le malheur de l'homme. Si vous oubliez qu'une personne humaine est d'abord un être de relation et pas simplement un individu, alors vous allez passer à côté de quelque chose d'absolument essentiel dans son existence. Si vous oubliez que cette dimension personnelle donne d'abord à chacun d'entre nous des obligations plutôt que des droits, alors vous avez renversé l'organisation sociale. Et si vous oubliez que la vie en communauté obéit à des règles, que celui qui gouverne doit gouverner, que des groupes constitués doivent protéger chacune des personnes qu'ils gouvernent de la toute-puissance de celui qui gouverne, donc une notion d'équilibre des pouvoirs, de partage, ce qu'on appelle dans la pensée sociale chrétienne, qui est résolument conservatrice en tout cas, des corps intermédiaires. Voilà ce qu'enseigne l'histoire, et voilà ce à quoi les conservateurs sont attachés. Ce qui est ensuite, et je termine par là, ce qui dicte en réalité l'obligation de devoir adapter ces exigences au temps où nous sommes. C'est ça. Parce que évidemment, je comprends très bien que quand on est au Moyen-Âge et que les corps intermédiaires sont des guildes, des corporations professionnelles, quand effectivement des confréries organisent des fêtes religieuses à différents moments, dans différents endroits du territoire, parce que c'est la société du temps, il n'est peut-être pas pertinent de reproduire aujourd'hui cette organisation sociale du travail. Et peut-être qu'aujourd'hui, on doit obéir à d'autres règles. Mais sans oublier qu'il faut des groupements professionnels, qu'il faut de la régulation économique, qu'il faut que les salariés et les travailleurs soient représentés, qu'il faut qu'ils soient défendus. Tout cela est permanent. Donc, le conservatisme n'est pas la volonté, comme je l'entends souvent, de manière d'ailleurs un peu crétine, pour tout vous dire, enfin, quand on ne réfléchit pas beaucoup, c'est ce qu'on pense en général, c'est pas simplement la volonté de rétablir le monde d'hier, ça n'a pas de sens. Mais c'est de se dire, au fond, que peut nous enseigner le monde d'hier, justement pour s'appliquer de manière la plus prudente possible, dirait le grand Aristote, aux circonstances d'aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant en plus comme exercice intellectuel. Donc il ne s'agit pas de faire foin du passé, ne pas idolâtrer ni le présent ni l'avenir, ni même le passé. Se dire, le passé nous nourrit, il nous enseigne, il nous oblige pour une large part, et il doit guider notre action dans le présent pour préparer le futur. Voilà, le conservatisme, brièvement résumé, je crois que c'est ça. Non, c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Frédéric Posson. Je retiens la permanence finalement dans le passé pour vivre le présent et construire l'avenir. Vous êtes candidat officiel à l'élection présidentielle, aux élections de 2022. Ma question est la suivante. Nous sommes en France, nous sommes français. Cette question est largement débattue actuellement. Que veut dire véritablement être français aujourd'hui ? C'est très difficile à saisir, mais c'est probablement d'abord et avant tout un art de vivre. Mais au sens très large, très profond, très dense du mot art. Un mode d'être. Art de vivre, ça veut dire aussi mode d'être, une façon d'entretenir un rapport particulier avec le réel. C'est-à-dire à la fois une très grande exigence spirituelle, j'ai pas dit religieuse, j'ai dit spirituelle. Quelle différence faites-vous entre religieuse et spirituelle ? La religion fait clairement référence à une divinité ou à une transcendance qui est identifiée, et la spiritualité c'est la vie de l'esprit, avec ou sans référence à une transcendance. Alors c'est difficile de pas le faire, mais il y en a qui s'en débrouillent très bien, c'est pas mon cas, mais donc vraiment une exigence sur la vie de l'esprit, même s'il n'y a pas de période dans l'histoire de France, ni même dans l'histoire de l'humanité en réalité, d'où la transcendance ait été évacuée, ça n'existe pas. Il y a un très grand historien des religions roumain qui s'appelle Mircea Eliade qui a écrit tout là-dessus et qui montre bien comment, dans l'histoire des premiers mythes, partout on les prenne. En Polynésie, en Amérique du Sud, dans le Proche-Orient, en Europe du Nord, partout, surgit cette idée que l'homme n'est pas seul dans l'univers, et on ne parle pas d'extraterrestres, on parle d'un certain nombre de divinités, une ou plusieurs, qui les surpassent. La France est pétrie de ça. Elle est deuxièmement, certainement, un des pays au monde qui a le plus grand sens, justement, de cette obligation qui est faite à chacun et chacune d'entre nous de prendre soin de son prochain. Suis-je le gardien de mon frère ? Demande
Caïn à Yahvé quand Yahvé lui demande où est son frère Abel. Et dans le chapitre 4 de la Genèse, il y a cette question à Caïn, de Caïn. Est-ce que vraiment c'est moi qui dois me préoccuper de savoir où est mon frère? Et Yahvé ne répond pas, curieusement, mais de temps en temps ça arrive que Yahvé ne réponde pas. D'ailleurs dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ ne répond pas toujours non plus aux questions qu'on lui pose. Mais la réponse est évidente. On est presque à lire à la fin de la phrase, évidemment, imbécile, que tu as répondu ton frère. Et je pense que la France a la première dans l'histoire, parce que c'est la première qui est constituée comme nation, le sens de cette obligation-là. Alors, nous la vivons collectivement avec plus ou moins de fortune, plus ou moins de bonheur, plus ou moins de sens de l'équité, plus ou moins de charité, c'est vrai. N'empêche, du départ des missionnaires français dans le monde entier pour aller évangéliser les peuples de la terre entière, les croisades, la colonisation, la déclaration des droits de l'homme, Médecins du monde, Médecins sans frontières, tout ça c'est le même héritage. Nous avons quelque chose à dire au monde entier. Le président François Mitterrand, je ne suis pas un mitterrandien historique tout à fait convaincu, disait une phrase qui était très belle, qui résume assez ça au fond. Lorsque la France rencontre une grande idée, elles font ensemble le tour du monde. Eh bien je trouve que c'est exactement, notre pays c'est ça. C'est un pays d'exigence spirituelle très marquée, de sens de la solidarité et de la charité très marqué, avec évidemment des hauts et des bas, et un rapport au monde, les Allemands avaient l'habitude de dire « heureux comme Dieu en France », pour résumer cela, avec en plus un rapport à la terre, à la gastronomie, à l'art, à la culture, au paysage, là encore, qui d'une certaine manière fait un équilibre dont je pense, et je dis ça aussi parce que je suis français, je l'assume parfaitement, mon chauvinisme est intégral et chimiquement pur, mais c'est comme ça, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. C'est intéressant alors, parce que Jean-Frédéric Poisson, vous avez évoqué des thèmes sur lesquels je vais revenir après, mais permettez-moi de faire une petite parenthèse. Vous venez de citer Caïn. Voilà, qu'as-tu fait de ton frère? Pourriez-vous, Jean-Frédéric Poisson, peut-être donner votre propre réflexion, c'est une question d'actualité, sur l'immigration. Qu'as-tu fait de ton frère? Quel rapport devons-nous avoir pour vous? Il y a dans le décalogue cette injonction qui oblige l'homme à honorer son père et sa mère. Chose qui, selon les périodes, est plus ou moins facile pour tout le monde. Ça n'est pas si simple. D'ailleurs, si Yahvé prend la peine de dire à Moïse, dans l'étape de la loi, il faut vraiment honorer ton père et ta mère, c'est que probablement ça ne doit pas être si simple que ça. Sinon, il ne prendra pas la peine de le dire. Bon. C'est pas la peine de dire, il faut que tu respires, il faut que tu manges, il faut que tu dors. Non, donc c'est pas facile. Très bien. Ce devoir, cette injonction qui nous est faite, alors là je ne suis pas dans une perspective religieuse, je dis simplement, d'une certaine manière, ça s'impose, comme ceux qu'on dirait aujourd'hui des droits naturels. D'ailleurs, le droit civil positif reconnaît cette obligation de prise en compte ou de soins qu'on doit accorder et apporter à ses parents lorsque on est en situation de devoir le faire. Avons-nous, au nom de cette obligation, le devoir d'accueillir dans notre domicile d'enfants nos parents quand ils sont en perte d'autonomie accentuée? Eh bien, j'ai tendance à dire non, pas forcément. Parce que l'accueil dans son domicile est une manière d'honorer son père et sa mère ou de prendre soin d'eux qui peut perturber la cellule familiale d'accueil à un point tel que de ce fait, l'imprudence, d'une certaine manière, ne serait pas compensée par la charité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On accueille pour des raisons charitables, et pour des raisons d'obligation aussi, comme je viens de le dire, mais dans certaines circonstances, cet accueil est impossible parce que les conditions matérielles ne le permettent pas, les conditions historiques de la famille ne le permettent pas, la culture ne le permet pas, l'âge des enfants ne le permet pas, on n'a pas les moyens financiers de le faire, il n'y a pas l'espace qu'il faut pour, il faut médicaliser une pièce qu'on ne peut pas médicaliser, etc., etc., etc. Donc il y a des tas de circonstances qui peuvent justifier qu'on n'aille pas au bout de l'obligation sous la forme de l'accueil. Et on peut légitimement décider, de manière parfaitement éthique et bonne et juste sur le plan moral, qu'effectivement l'accueil n'est pas la bonne solution. Est-ce que quand on a décidé ça, fût-ce pour de bonnes raisons, on est pour autant exonéré de cette obligation? La réponse est non. Et à ce moment-là, et je rejoins parfaitement
Dans le droit fil que la question que vous m'avez posée sur l'inspiration tirée de la genèse de cette obligation, le cardinal Sarah, il y a quelques jours, a très bien répondu à cette question en disant mais la première charité à avoir à l'égard des migrants, c'est de faire en sorte qu'ils puissent rester chez eux à chaque fois qu'ils le veulent. Et la plupart d'entre eux le voudraient si jamais ils avaient des conditions de vie décentes. Donc la première obligation que nous avons, pas parce que nous sommes d'anciens salopards de colonisateurs ou d'affreux blancs qui traitons, comment dire, la situation de gentils noirs, c'est pas ça le sujet. C'est-à-dire que nous avons les moyens de venir en aide à quelqu'un d'autre parce que nous sommes plus riches qu'eux. Donc il y a quelque chose de notre richesse qui doit être au service de celui qui en a besoin. Ça, c'est pour le coup une expression normale du service. Et si on veut appeler ça d'une manière plus religieuse, appelons ça la charité si vous voulez. Donc la solution n'est pas, jamais, elle ne peut pas être, et particulièrement pas dans les circonstances d'aujourd'hui, l'accueil systématique de tous les migrants qui décident de partir de chez eux, ce qui est pour eux aussi une solution de survie, de dernier recours, parce que j'imagine qu'on n'est pas déraciné 2 fois, 3 fois dans son existence par plaisir. On ne traverse pas la Méditerranée sur un canot avec le risque très élevé d'y mourir, simplement par souci d'aller prendre l'air. Enfin, tout ça, il faut se rendre compte un peu de... Bon. Donc il y a des motifs objectifs. Quels sont ces motifs? La famine, la guerre, la pauvreté, l'absence de développement. C'est ça que ceux qui sont riches, c'est notre cas, même si nous sommes très endettés, mais on est quand même riches, doivent pouvoir contribuer à faire. Après, on se heurte, et la France la première, à des systèmes de corruption dans ces pays qui sont développés à un point qui sont bien inimaginables, à des perturbations locales, parce qu'il y a des guerres intestines dans ces peuples, dans ces populations, ou dans ces pays, qui empêchent que la paix s'installe et que le développement s'y fasse. Il peut y avoir des tas de raisons. Notre mouvement doit donc être aider au développement de ces populations, les permettre d'accéder à des moyens de subsistance plus dignes, mais pas l'accueil systématique. C'est ce qu'en effet vous évoquez, le cardinal Sarah a dit sur Europe 1 il y a quelques jours. C'est ça. Jean-Frédéric Poisson, une question très simple. Un homme politique. Je voudrais citer Machiavel qui définit l'homme politique et je voudrais que vous lui répondiez, peut-être êtes-vous d'accord ou pas. Et voilà ce qu'il dit en parlant de l'homme politique. Le prince doit faire preuve de ruse et parfois mentir si la sécurité de l'État est en jeu. Il doit duper ses ennemis et privilégier la dureté à la douceur et la bonté pour préserver son peuple. Jean-Frédéric Poisson, êtes-vous dans cette, dans cette mouvance de Machiavel ou pour vous, qu'est-ce qu'un homme politique aujourd'hui? Ça ne peut pas. Je comprends très bien ce que dit Machiavel, mais ce que vous venez de citer ne peut pas être le comportement habituel du responsable politique. Que dans certaines circonstances très extrêmes, il soit réduit à devoir mentir ou à devoir duper. Alors, duper ses ennemis, ça fait partie de la guerre. Hein. Je ne vois pas la vérité à ses ennemis. Il y a un moment où il ne faut quand même pas être naïf. Mais le mode habituel de gouvernement ne peut pas être le mensonge, ne peut pas être la force, ne peut pas être la ruse. Ça ne peut pas être la façon de faire, universelle. Non. Que de temps en temps, on soit obligé d'utiliser le rapport de force, oui, malheureusement. Contraint et forcé, soi-même si j'ose dire. Que de temps en temps on soit obligé, de ne pas dire toute la vérité, mais de ne pas dire toute la vérité, ça peut être aussi une question de prudence. La sagesse populaire dit bien, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça n'est pas forcément mentir, car mentir, je le répète, c'est parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. Là, il ne s'agit pas forcément de tromper, il s'agit de garder un avantage sur quelqu'un qui pourrait... Donc, la politique est une affaire pratique. Le principal message de Machiavel, qui a peut-être besoin de le répéter, il faudra regarder dans l'histoire des idées comment ça s'organise, mais la très grande conviction, en particulier d'Aristote, c'était que vraiment, la politique comme l'éthique d'ailleurs sont des affaires de pratique, ne sont pas des affaires de théorie. Ça se pense facilement, mais ça se fait très difficilement. Gouverner, c'est une chose très difficile. Et dans cette affaire de pratique, elle se heurte à un monde qui est imparfait, à des organisations qui sont imparfaites, gouvernées par des hommes qui sont eux-mêmes imparfaits. Donc c'est de l'imperfection à tous les étages, si vous voulez. Comment fait-on avec cette imperfection? On fait comme on peut. On essaye de réaliser, selon la belle formule de Jean-Michel Garrigue, le meilleur possible, là où on est, le meilleur possible. Et si chacun s'occupe de réaliser son meilleur possible, on peut arriver à une organisation sociale qui commence à être globalement heureuse. Faut-il pour cela avoir confiance dans le fait qu'il existe une vérité, que le bien est à faire et non pas simplement à penser, et que nous avons quelque chose à vivre en commun.
Je suis en train de dire trois choses là que la société contemporaine est en train d'oublier de manière dramatique et qui expliquent beaucoup les violences que nous connaissons partout aujourd'hui. Donc Machiavel n'a pas tort au sens où il y a des circonstances dans lesquelles on est obligé. On est obligé, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et le meilleur possible réclame qu'on passe par ce genre de choses qui ne sont pas vertueuses en règle générale, mais ça ne peut pas être la norme du comportement de l'homme politique. D'accord. Jean-Frédéric Poisson, c'est un cercle d'anthropologie, Devenir pour agir. Vous, en tant qu'homme politique français, chaque jour que vous allez au contact du peuple, apprenez-vous à vous connaître. Est-ce que la politique, pour vous, est un miroir? C'est une école de vie, ça c'est sûr. C'est pour ça quand je rencontre des gens qui comme moi, ont fait le choix de consacrer une partie de leur vie au service du bien commun, ou quand des journalistes m'interrogent sur le point de savoir ce que je fais là, je leur dis la question n'est pas de savoir pourquoi j'y suis rentré en politique, mais pourquoi j'y reste. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose pour le mariage et pour les grands choix de l'existence. J'y reste parce que je ne pensais pas, quand j'y suis rentré, il y a maintenant bientôt 30 ans, que, j'imaginais, pour être précis, que, évidemment, il se passait là quelque chose de ce qui est mon fil conducteur personnel, c'est-à-dire cette volonté permanente dans mon histoire personnelle d'essayer de rendre service à mes contemporains et d'améliorer leurs conditions d'existence. Et j'ai essayé de faire ça dans l'enseignement, dans l'entreprise, dans l'association, dans le monde politique aujourd'hui. Bon. Et évidemment, le politique est presque le lieu propre pour faire ça. Et en y restant, j'ai découvert deux choses. La première, c'est que effectivement, c'est certainement le lieu le plus efficace pour contribuer à l'amélioration de l'existence de ses contemporains. Et deuxièmement, que pour peu qu'on y soit un peu attentif, c'est une école d'humilité et de patience dont je connais assez peu d'équivalents. Or, l'humilité et la patience sont des grandes vertus, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas. Alors, on apprend l'humilité et la patience parfois contre son gré. C'est-à-dire, ce ne sont pas des apprentissages qu'on... En général, il est assez peu fréquent d'entendre des gens, à titre de souhait personnel, dire « je voudrais bien être plus humble et plus patient ». Ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude, ce n'est pas une orientation spontanée pour les personnes humaines. Mais là, pour le coup, la politique, ça vous contraint à ça. Et pour peu que vous acceptiez de tirer des leçons ou des enseignements, pour être plus précis, de votre action au quotidien, de ce que les circonstances, les personnes que vous rencontrez vous renvoient sur le monde et sur vous, alors il y a là une école d'humanité absolument formidable. Donc oui, l'action politique, ça n'est pas la seule, mais l'action politique est un formidable révélateur de personnalité, c'est vrai. Tout à l'heure, vous évoquiez la... J'ajoute, pardon, un mot. La conséquence de ce que je viens de dire, c'est que, ou la conséquence, le corollaire, c'est que l'action politique, à un moment ou à un autre, vous oblige à vous faire violence, d'une façon ou d'une autre. Je ne prétends pas, encore une fois, que ça soit exclusif. Il y a beaucoup d'autres circonstances dans lesquelles on est conduit à ça. Mais elle est tellement invasive, elle est tellement sollicitante, elle est tellement sacerdotale, comme dirait le pape Jean-Paul II lui-même, qu'il y a quelque chose de vous à quoi vous devez immanquablement un jour ou l'autre renoncer, ou quelque chose de vous que vous devez transformer en profondeur. Ce choix ne vous est pas épargné. Et c'est un autre aspect, une autre raison pour laquelle l'action politique est un révélateur de personnalité. Tout à l'heure, Jean-Frédéric Poisson, vous parliez de la culture. Je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais les différentes cultures sont une richesse pour la France. Y a-t-il, selon vous, une bonne et une mauvaise culture? Ou toute culture, finalement, a quelque chose à apporter? Non, je ne sais pas ce qu'il faut entendre par bonne ou mauvaise. Il y a des cultures qui servent spontanément et intégralement la possibilité pour chacun d'entre nous d'être heureux, de s'épanouir. Et puis il y a des cultures qui le servent moins. Il y a des cultures dans lesquelles les sacrifices humains sont non seulement acceptés, mais pratiqués à haute dose et au niveau de la hiérarchie politique ou religieuse, et il y a des cultures dans lesquelles c'est interdit. Je pense par exemple aux cultures amérindiennes ou aux cultures, sémitiques avant Abraham, pour être clair, et même un peu après sans doute. Il y a des cultures dans lesquelles la personne humaine a une valeur en tant que telle parce que c'est une personne humaine, et d'autres dans lesquelles l'individu n'a aucune espèce d'importance. C'est le cas des cultures asiatiques et de la culture chinoise en particulier, et ainsi de suite.
Il y a des cultures dans lesquelles on met au même niveau des divinités animales et les hommes, et d'autres dans lesquelles la hiérarchie entre les deux est très clairement établie. Donc, qui dit culture ne dit pas simplement expression artistique dont on présupposerait qu'elles sont équivalentes, toutes équivalentes au seul motif qu'elles sont des expressions. Ça, c'est la doctrine Jack Lang. Faites n'importe quoi avec n'importe quoi, du moment que c'est de l'art, ça s'expose, ça se vend, et pourquoi pas, ça permet aussi d'apprendre des choses. Ça n'est malheureusement pas toujours vrai. Non, 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 il s'agit bien d'une vision de l'homme, de l'univers, et du rapport de l'homme à l'univers, et du rapport de l'homme aux autres hommes. C'est ça une culture. Et ça s'incarne dans des choses extrêmement concrètes. Ça n'est pas abstrait. Une culture, c'est un ensemble constitué encore une fois, de manières de vivre qui concernent notre rapport au travail, notre rapport à l'art et à la production artistique, notre rapport à la société matrimoniale, notre langue, l'histoire commune, la patrie, tout ça nourrit une culture. Alors, est-ce qu'il faut les ranger ou les classer par ordre de qualité ou de valeur? L'exercice est très difficile, mais vous ne m'empêcherez pas de considérer que les cultures qui pratiquent l'anthropophagie, le sacrifice humain, ou pour lesquels l'individu n'a pas d'importance, je suis désolé de vous dire que deux choses. La première, je n'ai aucune envie de vivre sous l'égide de ces cultures-là. Et la deuxième, c'est que, en tout cas dans mon système de référence à moi, et si ça n'était que le mien, je m'inquiéterais, mais ça n'est pas tout à fait que le mien, effectivement, cette très lente éducation de l'humanité, qui vise à lui faire prendre conscience que décidément l'homme est respectable, la personne humaine est respectable quoi qu'il arrive, sans exception, sans condition et sans restriction, tout ça n'est pas encore acquis aujourd'hui. Et je classe les cultures en deux. Il y a celles pour lesquelles c'est une évidence, et l'évidence peut se vivre avec difficulté, et celles pour lesquelles, en principe, ça n'est pas une évidence. Et je ne peux pas m'empêcher de considérer qu'il y a, entre ces deux catégories, au minimum, une hiérarchie. Oui, d'accord, je comprends votre réflexion. Jean-Frédéric Poisson, une question politique. Vous avez le souhait d'unir les droites. Actuellement, nous voyons les différents courants politiques marcher assez solitairement. Quel est cet objectif pour vous d'unir les droites? Autrement dit, est-ce que, selon vous, c'est dans l'unité que l'on acquiert la liberté? Mon Dieu. Alors d'abord, je n'ai absolument aucune intention d'unir les droites parce que ça n'est pas possible. D'accord. Et donc, j'ai appris déjà tout petit qu'il y a des combats qu'il faut savoir ne pas mener pour ne pas perdre de temps. Oui. En revanche, je crois beaucoup au rassemblement des personnes de bonne volonté. Ça, j'y crois. D'ailleurs, les catholiques de France et de Navarre prient tous les dimanches pour que, les hommes de bonne volonté soient en paix, les hommes et les femmes, bien entendu. Et je crois beaucoup, en revanche, à ce que, de manière tout à fait spontanée, nos compatriotes qui partagent la même vision de l'avenir de la France, ancrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, raisonnablement dans son propre passé avec les héritages et les obligations que cela comporte, ça c'est une majorité de Français. Pour moi c'est l'évidence. Ça leur a été camouflé, ils ne s'en rendent pas compte. Petit à petit, avec la campagne qui se déroule en ce moment sous nos yeux, ils voient bien que finalement oui, ça a de l'importance, donc ils y sont un peu plus attentifs maintenant. C'est pas à l'école qu'on leur apprend à l'être, pour être clair, c'est d'ailleurs un des drames de notre temps et de notre jeunesse. Mais toutes ces personnes qui ont cela en partage devraient pouvoir partager une vision commune de la France, et dans des grandes lignes en tout cas, et se réunir pour accomplir cette vision, pour la mettre en œuvre. Malheureusement, il manque deux choses pour qu'elles y parviennent, pour qu'elles puissent se réunir. Il manque d'abord une offre politique commune, homogène, constituée, et il manque deuxièmement un lieu politique pour porter cette offre. Mon ambition, celle que je clame depuis quelques années maintenant, est qu'effectivement soient constituées ces deux choses. La première, ça s'appelle un programme commun en termes triviaux, et la deuxième, ça s'appelle une coalition politique, une alliance électorale, quelque chose comme ça. Bien sûr que c'est possible. Si ça doit se faire avec les responsables des grands partis politiques, ou présupposés tels, tant mieux. Si ça doit se faire sans eux, tant pis. Mais en tout cas, si nous arrivons à constituer quelque chose qui soit suffisamment attractif et porteur d'avenir pour les gens à qui nous nous adressons, je n'ai aucune hésitation sur notre capacité de réussir cette opération. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par aboutir parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas d'autre avenir possible que celui-là. Et comment définissez-vous la liberté? John Stuart Mill souligne que la liberté de l'individu doit être
ainsi borné, il ne doit pas se rendre nuisible aux autres. Est-ce que pour vous, cette définition de la liberté, de ne pas être nuisible aux autres, est une bonne définition? Elle est très partielle. Oui. Mais et la vôtre alors? C'est la définition de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est écrit, je crois, dans ces termes et en toutes lettres dans la Déclaration de 89, de 1789. La liberté est d'abord une capacité de choisir le bien. La volonté, c'est ce qui est orienté au bien, disent les philosophes classiques. C'est d'abord ça. La liberté, c'est ce qui petit à petit est capable de se nourrir, de se renforcer, précisément en choisissant de manière préférentielle et habituelle ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est courageux. C'est comme ça qu'on entretient sa liberté. Et on se rend bien compte, pour me faire comprendre, je voudrais prendre un exemple tiré de situations extrêmes. Quel est le problème de l'addiction à la pornographie? Ça n'est pas de regarder des images qui sont absolument dégradantes pour l'être humain. C'est que le phénomène de l'addiction diminue petit à petit votre liberté de ne pas recourir à ces images ou à ces situations. Donc le drame de celui qui subit une addiction quelle qu'elle soit, c'est pas la faute qu'il commet contre l'intempérance, contre le fait qu'il est incapable de se contenir. Le drame, c'est qu'il perd sa capacité d'autonomie. Il perd sa capacité de choisir quelque chose qui soit bon pour lui. C'est ça le drame de la liberté. Et c'est comme ça qu'on doit expliquer la morale. On ne vous fait pas la morale pour vous ennuyer. On vous dit, même si, alors, depuis qu'on est pétri par le kantisme depuis 2 siècles, on n'arrive pas à en sortir, moi je suis pas philosophe pour nom de la morale. Un jour, un philosophe français très connu qui écrit des bouquins à peu près tous les ans, dont je ne citerai pas le nom, mais tout le monde reconnaîtra qui c'est, me disait, mais comment fais-tu pour être chrétien? Ça doit être très frustrant, comment fais-tu avec cette morale? Je dis, mais je ne suis pas chrétien pour la morale. C'est pas la morale qui me sauve. Ça m'aide, ça ne me sauve pas. Ça ne m'empêche pas non plus. C'est ce qui me permet d'être libre. Pourquoi on dit aux enfants, il ne faut pas voler? Parce que vous allez devenir prisonnier de votre vol. Pourquoi on vous dit qu'il ne faut pas mentir? Enfin, beaucoup d'entre nous, tout le monde, fait l'expérience du fait qu'il n'y a rien de plus emprisonnant que l'enfermement dans son propre mensonge qu'on entretient. Donc ça entrave de mentir, ça ne libère pas. Donc voilà, la morale, c'est tout ce qui enseigne, tout ce qui permet à l'homme d'être de plus en plus libre. Et lui dit, le bien à choisir, c'est ça, parce que si vous choisissez ça, vous allez augmenter votre capacité de liberté. Si vous choisissez le contraire, c'est-à-dire le mal, vous la diminuerez. La liberté, c'est ça, d'abord. Ensuite, évidemment, mais dans un deuxième temps seulement, et étant présupposé ce que je viens de dire, si la liberté c'est choisir le bien, alors par définition c'est le bien pour moi comme pour autrui, forcément. Donc évidemment que la liberté, ça ne consiste pas à ne pas faire ce qui nuit autrui, ça consiste à faire le bien aussi pour autrui. Donc je me permets de renverser la proposition, que John Stuart Mill me pardonne de là où il m'entend sûrement. Mais je comprends bien pourquoi ils avaient les uns et les autres cette définition de la liberté. Ce sont des contractualistes, ça n'est pas mon cas. Donc eux considèrent qu'on est responsable que ce dont on a expressément l'auteur du choix et que le reste finalement ne nous appartient pas. Je ne crois pas ça. Je pense que avant même de prononcer quelque acte de volonté que ce soit, nous sommes obligés par notre propre nature et par la nature de notre voisin. Voilà ce qui définit pour moi la question de la liberté. Ça s'inscrit dans une obligation de principe. Ce n'est pas la liberté qui est la source des obligations qui sont les miennes, c'est le contraire. C'est parce que je suis obligé par ma nature que je dois être libre. Jean-Jacques Poisson, là, malheureusement l'interview va bientôt s'achever. J'avais d'autres questions à vous poser. Ben vous reviendrez. Avec grand plaisir. À tous les milliers de jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser? Parce je rajoute, ils croient de moins en moins à la politique et plus particulièrement aux hommes politiques. Quel message d'espérance? C'est difficile de leur en tenir grief, parce que le spectacle qui leur est donné tous les jours n'est pas très rassurant. Que faut-il dire aux hommes? C'était le titre d'un très beau livre que j'ai lu quand j'avais l'âge d'un certain nombre de ceux qui nous regardent. Plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de... Enfin, choisissez l'excellence d'abord. Pas l'excellence abstraite, celle qui vous convient. Il y a enfin il y a plein de beaux passages, il n'y a que ça d'ailleurs, donc moi qui suis un fervent admirateur d'Antoine de Saint-Exupéry,
Il y a plusieurs reprises dans Citadelle des passages dans lesquels il parle de la vérité de l'arbre. Qu'est-ce que c'est la vérité de l'arbre? C'est le fruit. C'est pas la taille, c'est pas la grosseur, c'est le fruit. Autrement dit, si la vérité de quelqu'un, l'excellence de quelqu'un, c'est d'avoir un métier manuel, si c'est d'avoir une existence congrue, ça ne veut pas dire la misère, ça veut dire celle qui lui convient. Si c'est pas quelque chose de spectaculaire forcément, c'est ça qu'il faut rechercher. Et c'est un exercice difficile, mais c'est l'excellence pour soi. La deuxième chose que j'ai à leur dire, c'est que l'avenir sera ce qu'ils en feront. Et ce sont leurs propres choix qui détermineront leurs propres conditions d'existence. Bien sûr qu'ils hériteront d'un monde que j'espère leur transmettre dans un état un peu meilleur que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'ai encore un peu de temps devant moi pour essayer d'y contribuer. Mais fondamentalement, c'est leur liberté qui fera leurs conditions d'existence. On est tenu par l'héritage qu'on a, bien sûr, mais on n'est pas complètement contraint par tout non plus. En tout cas, qu'ils soient conscients de ce qu'ils doivent à cet héritage, de ce qu'ils doivent en garder, et de ce qu'ils doivent en délaisser. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les conservateurs ne veulent pas tout conserver. C'est le propre du conservatisme. Et puis dernièrement, je pense que il y a beaucoup de joie à servir et à s'occuper d'autres que soi. C'est ce qui a sauvé mon existence, moi, pour le coup, et l'existence de beaucoup d'autres. Oui, bien sûr que le temps de la jeunesse est celui des expériences, celui d'une espèce d'hédonisme, comment dire, et bon, très bien, il faut que cette période se passe, et ça fait partie sans doute de l'initiation. Mais voilà, il y a énormément de joie à essayer de rendre service à son prochain. Et ce qui fondamentalement rend heureux au fond, c'est ça. Les amis, choisissez l'excellence, comme vient de nous dire notre ami Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, un grand merci de m'avoir reçu. Merci à vous, donc vous reviendrez pour finir la liste de vos questions. Tout à fait. Et je vous invite à lire le livre de Jean-Frédéric Poisson, La Voix du Peuple, que vous avez sorti il y a quelques semaines, un an, en octobre dernier. C'est ça. Et Jean-Frédéric Poisson, je voudrais terminer par une citation de Blaise Pascal, qui, à mon sens, vous caractérise, vous définit. Je le cite: « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. » Je crois que c'est le combat que vous menez aujourd'hui en cette campagne électorale dans laquelle nous vivons actuellement. Un très grand merci. Merci. Merci beaucoup.